Bienvenue pour ce dernier rendez-vous de la matinée Agora Live, webinaire consacré à comment concilier politique RSE et gestion de flotte. C'est l'énoncé de la thématique de cette fin de matinée avec notre invitée Pauline Bevine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département marketing et nouvelles énergies, je le dis bien au pluriel, chez Total. Justement, alors c'est un peu mobilité, nouvelles énergies, un peu, on va dire des mots qu'on emploie en ce moment, c'est très à la mode, qu'on voit beaucoup. Très précisément, chez Total, en quoi ça consiste ? Alors, Mobilité et Nouvelles Énergies, c'est un département qui a été, une entité qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en avril dernier, qui s'inscrit complètement dans la démarche de transformation du groupe. Vous savez que fin mai, on devrait s'appeler Total Énergie avec un S. Ça s'inscrit complètement dans cette démarche pour montrer la transformation que prend Total en acteur multi-énergie et plus seulement en un pétrolier. Et ça s'inscrit aussi pour s'engager dans l'ambition que Total a, à savoir la neutralité carbone d'ici 2050. Donc on propose des solutions aux entreprises, et des solutions B2B aux entreprises et collectivités, autour de 3 grandes familles, on va dire, de solutions. La première, c'est tout ce qui va toucher la gestion et l'optimisation des flottes. Donc on connaît historiquement la carte carburant, la carte Total GR. La fameuse carte. La fameuse, voilà. Elle s'est beaucoup enrichie depuis, elle est devenue multi-service, elle est devenue multi-énergie. On a associé un logiciel de gestion de flotte, de la télématique, etc. Donc il y a toute cette famille de solutions qui va venir aider le gestionnaire à optimiser sa flotte. On a une deuxième famille qui va tourner autour de la mobilité au sens large. Et c'est bien là où on parle de mobilité au sens large parce que les gestionnaires de flotte deviennent pour beaucoup de plus en plus des gestionnaires de mobilité. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tous les déplacements professionnels, quel que soit le collaborateur, en étant indifférent finalement à s'il possède un véhicule de fonction ou de service ou pas. Donc il y a plein de solutions qui vont se créer autour pour pouvoir permettre d'accompagner, de la même manière qu'on accompagnait sur la partie flotte, les mobilités des collaborateurs. Concrètement, c'est quoi par exemple ? Concrètement, on va très très bientôt sortir une nouvelle carte qui ne s'appellera pas la carte Total ou la carte Total GR, qui s'appellera autrement. Et qui permettra de payer tout ce qui va être lié au déplacement professionnel du collaborateur. Donc train, hôtel, restaurant, etc. Tout ce qui va être lié à son déplacement. Ça va lui éviter, il y aura la facture unique, la récupération de TVA, la facilité de gestion. De la même manière, si vous voulez, que ce que vous pouviez trouver sur la carte Total ou Total GR, où il y avait des paramétrages d'utilisation, un cadre d'utilisation donné par collaborateur, etc., la facture unique, la récupération de TVA, tout ça va être possible, mais pas uniquement lié aux dépenses de son véhicule, qui était le cas aujourd'hui. C'était soit l'énergie, soit péage, parking, etc. Mais à tout le déplacement dans sa globalité. Imagine, je dis un exemple, je vais à la gare, je prends le train et je prends un vélo après. Ça, par exemple, ça pourrait rentrer dans le cadre de cette carte. Je loue un vélo dans le centre-ville. Exactement. Donc, vous avez un rendez-vous chez un client à Lyon, vous êtes basé à Paris, vous prenez un taxi pour y aller, ensuite vous prenez le train, vous invitez votre client à déjeuner, bientôt, j'espère. À partir de mercredi. Voilà. Et tous ces frais-là sont liés à du déplacement professionnel. Au lieu de faire une note de frais, de le renvoyer, d'avancer l'argent, etc., tout ça sera pris en charge, comme aujourd'hui, pour tout ce qui était lié aux frais du véhicule, sauf que ce sera aux frais du déplacement du salarié. C'est une vraie demande, ça, de la part des entreprises ? C'est une vraie demande. Ouais. C'est une vraie demande et c'est différent de la partie carte bancaire où c'est open. C'est-à-dire que là, on restera bien sur un cadre d'utilisation professionnelle lié à du déplacement. Okay. Donc c'est bien la différence. C'est un entre-deux, en fait, entre la carte Total qu'on pouvait connaître aujourd'hui, qui était uniquement liée à un véhicule, et une carte bancaire open. Voilà. Tout le réseau Mastercard ou Visa peut être autorisé. Alors là, c'est encore valable pour le carburant. C'est encore valable pour le carburant. Il y aura les mêmes conditions. Nos clients B2B qui ont des conditions commerciales aujourd'hui liées à un volume qu'ils peuvent réaliser sur nos stations, etc., ils auront exactement la même chose qu'aujourd'hui. En fait, ça englobe la carte privative qu'on connaît aujourd'hui. On vient ajouter d'autres familles de dépenses liées au déplacement professionnel et plus seulement au véhicule. En fait. Alors, cette fameuse carte, si je l'utilise pour recharger mon véhicule électrique, parce que c'est un peu le thème aussi, ça fonctionne ? Bien sûr, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, bien sûr. Elle est multi-énergie de la même manière. Si je vous pose la question, c'est que vous êtes vraiment dans l'actualité puisque vous venez d'ouvrir une station innovante en Ile-de-France, à la Défense, et de vos grosses stations. Elle ouvre le 28 mai. Le 28 mai, donc dans quelques jours, dédiée uniquement à l'électrique.
Pourquoi ce choix? Pour répondre à un besoin qui est clairement remonté par que ce soit les possesseurs de véhicules ou ceux qui ont un véhicule électrique dans les flottes, enfin que ce soit pour le B2B ou le B2C. Finalement, on se rend compte qu'il y a toujours cette crainte de la recharge en itinérance, même si on se projette en disant que, et on vous l'avait dit tout à l'heure avec d'autres interlocuteurs, qu'on estime que 80% de la recharge se fera entre le domicile et le travail. C'est vrai, on y travaille tous. En effet, on installe des bornes au domicile des collaborateurs, on installe des bornes de plus en plus dans les parkings, on installe des bornes dans les établissements qui reçoivent du public, donc voilà, on installe des bornes en voirie, mais la station restera quand même toujours un besoin, représentera autour de 5 à 10% des recharges. Un besoin, il y a un effet d'opportunité, c'est-à-dire tiens, j'en croise une, je vais en profiter, je vais me recharger parce que c'est une demi-heure et pas 4 heures, voire 7 heures en recharge lente chez moi la nuit. C'est de recharge rapide, j'imagine. C'est de la recharge rapide. Donc, combien de temps je fais la recharge de mon véhicule? Donc c'est entre 30 et 45 minutes. En fait, on va mettre et on aura à peu près 200 stations multi-énergie comme celle-ci d'ici 3 ans. Et on aura une centaine d'hubs 100% EV. On appelle ça les hubs parce qu'ils vont être vraiment 100% EV. Sur les stations multi-énergie comme... alors la Défense, on part d'un existant. Donc après, on fait avec le terrain qu'on a aussi, etc. Mais la cible, c'est d'avoir 4 à 16 bornes électriques à peu près dans ces stations-là, qui vont de 50 à 175 kWh. Donc 50, on va rester plus d'une heure, et puis autour d'une heure, et puis 30 minutes sur une 175. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce que vous avez prévu? Parce que c'est 30 minutes, on reste à l'extérieur du véhicule. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est une vraie bonne question, et on y travaille énormément. Sur tous les services sur site, physique, mais il y a aussi comment on accompagne en amont de la recharge, pendant la recharge et après. On peut imaginer plein de services liés à la recharge, mais pas que. Il y a beaucoup, en effet, on réfléchit à, par exemple, des espaces de coworking. Est-ce qu'on va mettre des choses un peu loisirs, bien sûr, se restaurer, etc. Alors, après, la station-service était déjà considérée comme un lieu de vie, de plus en plus, déjà depuis longtemps, même avant de parler d'électrique ou pas. On cherchait à faire rester forcément les gens et qu'ils passent un bon moment dans nos stations. Donc on fait que accélérer et aller plus loin dans quelque chose qu'on avait engagé. Par exemple, sur les stations autoroutes aujourd'hui, je crois que c'est plus de 50% des gens qui ne s'arrêtent pas pour faire le plein. Ils s'arrêtent chez nous pour d'autres raisons. Les toilettes sont propres, ils trouvent le bon Sodebo qu'ils veulent, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est d'aller plus loin là-dedans. Alors, vous l'avez dit, hein, mais les entreprises doivent de plus en plus mettre en place des politiques RSE. Comment Total intervient pour les aider en la matière? Alors, le verdissement des flottes fait partie de la politique, c'est pas que, mais c'est un des premiers leviers. Donc, nous, on part toujours d'un diagnostic, on le dit beaucoup à beaucoup d'occasions. C'est forcément lié à l'usage, donc il faut d'abord auditer son parc, auditer le comportement de sa flotte pour comprendre quel véhicule serait éligible à telle ou telle énergie. Nous, on est indifférent à l'énergie choisie, donc on vient en amont en conseillant les entreprises, en regardant le nombre de kilomètres parcourus, le trajet le plus long, est-ce que ma flotte fréquente oui ou non une ZFE, toutes ces choses-là vont permettre. Oui, donc vous n'arrivez pas en disant qu'il faut se mettre absolument à l'électrique, vous conseillez en fonction de l'usage et en fonction des usages de l'entreprise. D'ailleurs, on est convaincu qu'il n'y a pas... c'est le mix énergétique qui fonctionnera, qui permettra de faire la transition. On va quitter le 100% énergie unique, diesel ou essence, ça c'est sûr, mais on ne va pas non plus aller à du 100% EV parce que ce ne sera pas forcément adapté à tous et puis il faut que tout l'écosystème se mette en place. Donc on part vraiment de ce diagnostic pour se dire, même selon le type de véhicule, ça va être plutôt du GNV ou bio-GNV, voire éventuellement de l'hydrogène. Aujourd'hui, on installe aussi des stations privatives et mobiles dans des flottes dédiées, autocars, bennes à ordures, etc., qui, eux, ont déjà passé le cap du bio-GNV ou de l'hydrogène parce que c'est complètement lié à leur usage. Et donc, ça a du sens aujourd'hui de le faire. Et en individu, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est comme aujourd'hui, on a des stations service avec du carburant pétrole? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ces bornes arriveront... les Total dans les entreprises ou chez les particuliers? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement farfelu ou qui va arriver ou qui arrive déjà? D'installer des bornes? Oui. Ah oui, oui. Là, aujourd'hui, on installe des bornes
sur les parkings privés des entreprises. On a de plus en plus sollicité, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour installer des bornes chez le collaborateur qui possède un véhicule de fonction ou un véhicule de service. Et d'ailleurs, on va plutôt l'inciter parce qu'il faut aussi influencer ce collaborateur à changer ses habitudes. Jusqu'à aujourd'hui, dès qu'il avait besoin, il trouvait une station pas loin et il faisait le plein. Aujourd'hui, on va éviter le plus possible que ce collaborateur fasse le plein en itinérance ou le plein de recharge électrique, parce que c'est là où ça le coûte le plus cher. Donc on va plutôt l'inciter soit à charger quand il sera sur son lieu de travail, soit chez lui en recharge lente où ça coûte le moins cher. Donc on va venir de plus en plus installer des bornes chez les collaborateurs, où il y a tout un système de dédommagement qui existe, qu'on a mis en place, où on peut dédommager au nom de l'entreprise le salarié pour l'électricité qu'il aura pris chez lui, par exemple. On installe aussi des bornes dans les établissements qui reçoivent du public, de plus en plus, les centres commerciaux. On a gagné récemment SAMS qui va installer 1000 bornes dans 4 parkings parisiens, par exemple. Et puis dans les collectivités, en voirie, on a l'exemple Bélib récemment pour nous. Mais on sent bien là que toutes les communes, quelle que soit leur taille, s'y mettent et que la voirie est une vraie solution. Pour certaines personnes, c'est même la solution unique. Si vous habitez en plein Paris... Oui, alors justement, en plein Paris, bon, mais on voit qu'il y a un maillage qui est quand même très fort sur le pétrole, sur le carburant classique. C'est-à-dire qu'on soit au fin fond de la Lozère alors j'avais envie de dire à Paris c'est de plus en plus compliqué dans les grandes villes. C'est l'inverse. C'est un peu l'inverse. Est-ce que vous garantissez que sur l'électrique, il y a un maillage où ça coûte extrêmement cher d'installer des bornes pour un groupe comme Total sur un endroit qui sera finalement peu fréquenté, ou comment ça va se passer? Est-ce que vous allez faire des choix? Il y a forcément des études de fréquentation, mais qu'on doit aussi prévoir, anticiper. Parce que les comportements d'aujourd'hui, encore une fois, ne seront pas du tout les comportements de demain pour se recharger. On aura moins besoin de maillage puisque on pourra se recharger chez soi. On aura la station chez soi, si je puis dire. Donc, ce besoin de se recharger entre son domicile et son travail, il sera quand même moindre. Pour autant, on n'a pas envie d'avoir des trous de maillage. Les grandes surfaces, comme aujourd'hui avec des stations-service, elles s'équipent aussi, elles vont continuer de vouloir s'équiper de plus en plus en bornes. Donc on aura, sur notre parcours de vie ou de conducteur, beaucoup de fois l'occasion quand même de se recharger. Se recharger, oui. Ouais. Vous dites que, est-ce que vous avez un sentiment, parce qu'on voit que les bornes publiques, on l'a évoqué précédemment, ont du mal à se mettre en place, c'est très long, les 100 000 promis à la fin de l'année, ça ne va pas être tenu. Est-ce que vous diriez qu'il faut que ça accélère? Et est-ce que Total met le pied sur l'accélérateur, si je puis dire, pour installer des bornes un peu partout en France, chez le collaborateur, dans les entreprises et même sur la voie publique? On fait tout pour. On répond à de gros appels d'offres, comme là il y a pu avoir notamment avec SAMS, mais on répond à des gros appels d'offres on sent qu'il y en a de plus en plus et qui sont de plus en plus gros. Donc il y a vraiment une volonté de déployer en masse les bornes. Nous-mêmes, sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on contrôle, donc il y a ces 200 stations multi-énergie d'ici 3 ans qui vont se créer. On a une centaine de hubs 100% EV qui vont répondre à tout ce besoin qu'on peut avoir en itinérance. Ça va clairement permettre de répondre à 100% des besoins des conducteurs EV qui, quand ils ne se rechargent pas au domicile ou à leur travail, ils ont un rendez-vous, ils vont au restaurant, etc. Ils auront la borne qu'il faut en voirie ou sur leur passage pour pouvoir se recharger. Et donc on va tendre vers ces 100 000 bornes quand même assez rapidement. Question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que vous imaginez déjà des moyens d'aller à la rescousse de personnes qui pourraient se trouver en panne avec un camion itinérant ou ce genre de choses? Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, auquel vous réfléchissez? Alors pareil, c'est une bonne question aussi. Oui, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Aujourd'hui, il y a ce système-là avec ce qu'on appelle la carte club, qui est la carte fidélité de Total. Donc qui peut être prise par tout le monde, par Monsieur Durand, comme le conducteur de la flotte, etc. Sur la partie B2B, pour l'électrique et aussi dans un souci de réassurance, parce qu'on sent qu'il y en a encore besoin, c'est des choses qu'on regarde. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez prendre en charge, si je peux me permettre l'expression. Qui ferait partie de la carte.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus, dans le passage à l'électrique, est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire? Est-ce que c'est par exemple quelque chose que Total aussi pourrait prendre en charge? Encore une fois, sans mauvais jeu de mots, mais de toute façon, on sent que dans les entreprises, il y a un besoin de pédagogie, ou même pour le grand public. Est-ce que sur ça, vous pouvez agir et comment? Aujourd'hui, on n'a pas une offre, ou je dirais, dédiée sur la prise en charge de cette pédagogie. En revanche, on va donner beaucoup de conseils par rapport à ce qu'on peut observer chez des clients. Donc on va le partager avec d'autres clients. On développe de plus en plus des supports à mettre à disposition des porteurs de cartes sur les bonnes pratiques quand on conduit un véhicule électrique. Ou un hybride rechargeable. Ou un hybride rechargeable, exactement, parce que ça peut être très dangereux sur la facture à la fin. Donc voilà, c'est cet accompagnement qu'on va faire et qui vient s'enrichir de plus en plus de l'expérience qu'on va avoir de nos clients déjà existants. Cette carte dont vous avez parlé au départ, est-ce que vous pensez que ça va être, on va dire, elle va prendre le pas sur tous les autres cartes? C'est-à-dire qu'en gros, dans les entreprises, ça va devenir, d'une certaine façon, la norme. Alors vous ou un autre, mais est-ce que ça va être, on va dire, de plus en plus demandé, de plus en plus recherché, et finalement, on va s'habituer à avoir une carte qui va une sorte de passe on va prendre le train, on va prendre le taxi, on va prendre une voiture de location. Est-ce que ça, vous pensez que c'est vraiment ce qui va se développer, d'abord par les entreprises et puis après oui. les particuliers? Je pense que ça va se développer parce que ça manquait. C'est-à-dire que on avait encore une fois la carte qui était très liée au véhicule, que tout le monde connaissait, qui faisait soit que du carburant, soit un peu plus avec la GR, mais qui était quand même restreinte. Et puis, d'un coup, on avait les cartes bancaires. Il n'y avait pas cet entre-deux et on sentait vraiment qu'il y avait un besoin. Donc, s'il y a un besoin, c'est qu'a priori, on va y aller. Après, est-ce que ça va remplacer les autres cartes? Je pense qu'encore une fois, ce sera lié à l'usage, mais on voit bien qu'il n'y a pas forcément un report modal, c'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner la voiture. Mais en revanche, un peu comme on a du multi-énergie, on va avoir du multimodal de plus en plus dans la manière de se déplacer. Le véhicule de fonction ne restera pas complètement sur le statut qu'il a aujourd'hui, je pense. Et on va de plus en plus avoir peut-être un mix ou un forfait pour un véhicule de fonction l'été, quand je pars en vacances, etc. Puis le reste du temps, je vais avoir plutôt un forfait ou un compte mobilité dont on entend parler beaucoup en ce moment. Donc voilà, on sent que la notion déjà de propriété du véhicule existe de moins en moins, notamment chez les jeunes générations. Et puis que c'est pas forcément la solution à tout non plus. Donc en fait, il faut être le plus agile possible dans ce qu'on propose comme solution pour qu'on puisse aller piocher ce qui va convenir à chacun des collaborateurs. Est-ce que l'électrique va représenter, selon vous, dans les projections que fait Total, combien de pourcentage de distribution de carburant en France dans les prochaines années? Est-ce que déjà on peut avoir une idée ou c'est complètement dans la boule de cristal? Alors, c'est pas complètement dans la boule de cristal, mais ce qu'on se dit, c'est que on va clairement réinverser la tendance. Aujourd'hui, on est à plus de 80% en production carburant. On veut passer à moins de 50% avant 2050. Donc voilà, la distribution est complètement en lien avec la production qu'on va faire. Aujourd'hui, en électricité, on produit 5 gigawattheures à peu près d'électricité verte. On a un objectif de production de... Attendez, pour donner une idée, 5 gigawattheures, c'est... Alors, pour donner une idée... Qu'est-ce que ça représente? C'est plusieurs tranches de centrales nucléaires, ça c'est sûr. D'accord. Voilà, c'est déjà beaucoup, mais c'est loin d'être suffisant. On a un objectif d'avoir 30 gigawattheures d'ici 2030. Donc on va petit à petit grossir notre propre mix énergétique en production et donc en distribution auprès de nos clients. Alors justement, une question qui intéresse toutes les entreprises. Verdir le parc, c'est bien, mais on se dit que finalement, est-ce que du puits à la roue, passer à l'électrique, c'est aussi vertueux que ça? Est-ce que par rapport à un modèle essence, voire même un diesel, le diesel actuel, c'est quand même assez performant, est-ce que, in fine, c'est intéressant en termes... aussi vert qu'on veut bien le dire ou... Non, c'est pas aussi vert qu'on veut bien le dire, c'est bas carbone. Et après, il y a un vrai comparatif à faire en termes d'émissions de CO2, en effet, du puits à la roue. Du réservoir à la roue, il y a peu de doute. Il n'y en a pas. Du puits à la roue, il faut regarder. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour pouvoir bien comparer les choses.
Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on produise à partir d'énergie verte le plus possible. C'est-à-dire que au moment où on va créer l'électricité, ça vient du solaire, ça vient de l'éolien offshore. Ce qui est le cas de l'hydrogène, ce qui a entre guillemets du bon et du mauvais hydrogène. Et il y a les deux, exactement. Donc nous, on croit énormément au bon, comme vous dites. On investit pour ça énormément dans le solaire. On a créé au Qatar, par exemple, on est la première grande ferme solaire au monde. On travaille aussi beaucoup sur l'offshore éolien. Donc voilà, on travaille sur le puits le plus possible pour qu'ils viennent alimenter tout le reste de la chaîne de valeur et qu'à la fin, on distribue l'énergie la plus bas carbone possible. Et justement, l'hydrogène, c'est quelque chose qui, on en parle beaucoup, mais ça peut vraiment se développer selon vous? C'est vraiment, vous êtes très impliqué en vous disant, ah, ça c'est certainement une énergie qui va arriver. Ça fait clairement partie de notre stratégie, on y croit beaucoup. C'est tout un écosystème qui doit se mettre en place, ça reste encore assez cher à fabriquer, à transporter et à distribuer. Pour autant, ce que je vous disais tout à l'heure, on crée des stations tout en un, mobiles, voilà, pour dédier à des flottes qui en auraient besoin. On a ouvert notre première station il y a quelques mois, l'année dernière au Mans aussi. Et on a un objectif de 2 très grandes stations 100% H2 d'ici fin 2022, début 2023. Pour ça, on travaille beaucoup parce qu'on y croit beaucoup pour les poids lourds. Donc on travaille beaucoup sur les lignes longue distance et on ne regarde pas qu'à l'échelle de la France, mais voilà, sur un trajet européen exactement, où est-ce que j'ai besoin de prendre du gaz, biogaz et de la H2 pour que je puisse être tranquille, quoi. Alors, vous parliez de conseils au départ. Dans une entreprise aujourd'hui, est-ce que vous dites finalement il y a aussi des carburants qui peuvent être intéressants pour les entreprises? Je pense au FlexFuel, le GPL. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez influer? Est-ce que vous conseillez ou vous dites non, ça on n'en parle pas ou, Non, on en parle aussi. C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'on a tendance, à se focaliser les clients sur comme nous, exactement, voilà, à regarder. Mais le mix énergétique, le diesel a encore sa place. Nous, la manière dont... et le biodiesel a encore sa place. On a la raffinerie de la Med, qui est une bio-raffinerie désormais à 100%, qui produit des biocarburants. Ça fait partie de notre stratégie. On a 3 piliers pour servir ce mix énergétique. On incorpore des additifs, on améliore en fait les carburants classiques. L'Excellium en fait partie et il est distribué dans nos 3500 stations. On regarde tout ce qui est bio, donc c'est comment incorporer des produits renouvelables à l'existant, et puis tout le développement des nouvelles énergies. Et en fait, on travaille de la même manière sur ces 3 leviers-là. Donc c'est pas le 100% nouvelles énergies versus le 85. On doit avoir plus de 600 stations en France qui distribuent le 85. Donc sur combien de stations on en a 3450 ou presque 3500. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne doit pas se focaliser forcément sur l'électrique si elle veut vraiment verdir son parc. Il y a beaucoup de solutions, et d'ailleurs d'une façon très concrète, qui peuvent verdir le parc et aussi être économiquement intéressantes. C'est ce que vous conseillez finalement, de plutôt regarder l'usage, et finalement il y a beaucoup d'usages qui s'offrent aux entreprises aujourd'hui, plutôt que de passer peut-être à tout l'électrique. À 100% électrique, exactement. Et il ne faut pas décliner le gaz, le biogaz, ou voilà, il y a d'autres solutions qui peuvent permettre de faire baisser sa consommation et donc son impact environnemental. Donc il y a en effet le comportement de la flotte, il y a aussi le comportement au volant qui joue. On estime que le comportement au volant peut jouer jusqu'à 20% du TCO, selon donc la télématique, tout ce que vous pouvez faire en formation d'éco-conduite derrière ou en coaching, etc., a énormément d'importance aussi. Donc c'est un des leviers. Il y a le verdissement de la flotte, il y a la manière dont se comportent vos conducteurs, qu'il faut de plus en plus éduquer le plus possible. Et ce qui est aujourd'hui votre rôle, parce qu'on imagine toujours Total comme étant pétrolier, enfin la climage un petit peu il y a quelques années. Elle est en train de changer. Elle est en train de changer, la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être aussi davantage dans le conseil, en amont de ce qui peut, de la simple prise de carburant. Ça, c'est quelque chose de fondamental, d'important chez vous. Oui, beaucoup plus, puisque jusqu'à présent, au travers de la carte, juste de la carte Total, on analysait des transactions réalisées. Il y avait tout un reporting pour que le gestionnaire de flotte puisse suivre, contrôler ce qui était fait, mais c'était plus dans un objectif. Il y a toujours eu cet objectif d'économie, mais pas aussi exacerbé que ça l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui,
il est en plus accéléré par ce souci aussi d'émettre moins de CO2. Donc voilà, et il se trouve que les deux sont servis par les mêmes leviers, donc ça tombe bien. Donc on sent bien que le suivi du CO2, aider à regarder les bons indicateurs pour savoir si je suis éligible à telle ou telle énergie et avoir un accompagnement de bout en bout, puisque nous on va jusqu'à la mise en place de l'infrastructure, etc. C'est important pour les gestionnaires et ça facilite aussi. Parce que c'est pas évident de s'y retrouver entre la réglementation et de s'y connaître. On parle vraiment de... Voilà, avant, on s'inquiétait que de la carte et on allait dans la station sans se poser la question comment était fabriquée la station. Là, les bornes, ça implique un peu plus le client dans la mise en place, quoi. Est-ce que le diesel, qui est vraiment encore... Des millions de voitures roulent encore diesel en France, ça veut dire que quoi, dans les stations-service à l'avenir, il y en aura beaucoup moins? Vous allez réduire l'offre ou comment ça va se passer? On aura ces fameuses stations multi-énergie, en fait, donc on trouvera toutes les énergies. On n'enlèvera pas tant qu'il y aura... Tant qu'il y a un parc roulant, de toute façon, vous allez Exactement, tant qu'il y a la demande, il n'y a pas de raison d'enlever ce maillage-là. Donc on va suivre, en fait, les courbes vont... Voilà, l'électrique va monter, les autres énergies vont monter, et puis petit à petit, le carburant... Parce que pour les gestionnaires de flotte, le diesel est encore intéressant, enfin, en termes de CO2, de TCO, enfin... Ou l'essence même. Oui. Et l'essence. Oui, complètement. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas arriver, c'est pas on-off, quoi. On ne va pas tout annuler d'un côté. On estime que c'est à 2030 où on va commencer à croiser les courbes et on va voir... 2030 Oui, à partir de 2030. Qu'est-ce qui vous fait dire... C'est pour ça que nous... c'est la réglementation. La réglementation accélère énormément avec la loi LOM. Donc c'est les prévisions qu'on a nous aujourd'hui. Et donc il faut qu'on anticipe. Donc tout ce qu'on met en place là, avec les hubs EV et les stations multi-énergie sont bien là pour que quand on arrive dans ces années 2027-2030, on soit prêt à accueillir la demande des deux côtés, aussi bien sur les carburants classiques, parce qu'il y en aura toujours, comme les nouvelles énergies. Dans toutes ces zones qui se mettent en place dans les villes, est-ce que vous allez être partie prenante? Est-ce que vous allez intervenir? Est-ce que vous allez avoir des points de recharge qui vont être plus conséquents? Ça en est où aujourd'hui? Oui, on travaille avec les villes pour ça. Les grosses stations multi-énergie seront principalement sur autoroutes et les grosses routes nationales. Et en revanche, la partie hub EV seront près des gares, des aéroports et en particulier dans les ZFE et en ville. C'est-à-dire que par exemple, les collaborateurs qui vont qui doivent passer en ville pour une livraison ou pour aller voir un client, vous imaginez que les points de recharge se feront juste avant d'entrer dans les centres-villes? C'est ça l'idée? On en aura dans les centres-villes. Dans les centres-villes. Oui, on en aura dans les centres-villes. Et en particulier près des gares, par exemple, etc., où il y a beaucoup de taxis. Tout ce qui est taxi, VTC, livraison du dernier kilomètre, service à la personne, etc., ce sont autant d'activités où il faut qu'ils aient une solution en ville. Voilà, et ça sera plus... Pauline Bovine, on a une minute pour conclure. Ça passe très très vite. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aux responsables de flotte automobile? C'est de leur dire il faut donner du temps au temps et aller patiemment, ou au contraire foncer sur ces nouvelles énergies, parce que beaucoup se posent la question. Quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui très concrètement? Alors, il y a aussi un effet d'opportunité. Il y a beaucoup d'aides, au-delà de la réglementation où c'est plutôt le bâton, mais on a quand même... la carotte. Et voilà, exactement. Et donc il y a quand même beaucoup d'aides qui ne vont pas durer éternellement. Donc je pense qu'il y a un effet d'opportunité pour se poser les bonnes questions dès maintenant. Et donc commencer par prendre le temps de bien auditer sa flotte. Le plan de transformation de sa flotte prend du temps, donc il faut bien l'anticiper. Et puis il ne faut pas négliger la conduite du changement pour ses salariés. Donc tout ça se prépare. Donc même s'il n'y a pas de rush maintenant à être fin 2021... On dirait qu'il y a une fenêtre de tir intéressante. Ouais. On rappelle les dates pour la mise en place de la carte et la station à la Défense. Donc c'est 28 mai. 28 mai. Elle sera inaugurée le 28 mai. Inauguration le 28 mai. Le jour où on devrait devenir Total Énergie. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Vous avoir donné toutes ces précisions. Merci. On accueille maintenant Laurent Courtois pour conclure cette matinée.
Laurent, bienvenue. Merci. Bonjour Pauline, bonjour Christophe, bonjour à Bonjour, tous Laurent. et à toutes. Nous arrivons au terme de cette 3e édition des Agora Live de la mobilité. Nous avons été ravis effectivement de pouvoir traiter du sujet de la RSE, qui est un sujet qui est essentiel dans le monde de la mobilité et également pour les responsables de flotte automobile. Donc merci à vous Pauline. Je voulais également remercier les équipes, donc les équipes Agora qui ont permis de pouvoir produire notamment cette 3e édition. Je voulais remercier également Christophe, donc notre journaliste, Yves Guita qui est également présent avec nous, nos partenaires donc Total, Jaguar, Euromaster et Lexent. Remercier également nos auditeurs et internautes, puisque vous étiez plus de 200 connectés sur cette matinale. Donc merci à vous toutes et tous. Donc voilà, et je voulais remercier également pour clôturer nos partenaires médias que sont Agora News Mobility, le Journal des Flottes et Mobility Makers. Donc merci à vous également. Et on vous donne rendez-vous pour la 4e édition le 29 et 30 juin. Merci et à très bientôt. Au revoir.